Peu d'entre vous connaissent Pierre Boussel et le mouvement pour un parti des travailleurs. Et pourtant, c'est dès novembre 1987 que le mouvement pour un parti des travailleurs a décidé de présenter Pierre Boussel comme candidat à l'élection présidentielle. C'est donc un véritable boycott qui a été organisé pendant 5 mois par tous les médias nationaux. Pierre Boussel, employé de la Sécurité sociale, est aujourd'hui retraité. Il a 68 ans. Militant ouvrier, syndicaliste depuis l'âge de 16 ans, il est l'un des principaux fondateurs du mouvement pour un parti des travailleurs. Notre mouvement a été fondé en 1985 par des militants qui appartiennent à toutes les sensibilités du mouvement ouvrier. Parti socialiste, Parti communiste français, PCI, syndicalistes, militants laïcs. Tous ont constaté que François Mitterrand et ses gouvernements, Mauroy-Futterman puis Fabius, ont trahi les espoirs de 1981 et permis ainsi le retour de la droite. Voilà pourquoi le MPPT combat pour construire un nouveau parti, un véritable parti des travailleurs. Derrière les mots, il y a les faits. Nous allons donc parler de faits. Les faits, c'est le rapport de la Commission des sages sur la sécurité sociale, actuellement déposé au Conseil économique et social par le gouvernement. Ce rapport, sur lequel le consensus est total et dont personne dans ces élections ne parle. Regardez le film qui va suivre. La sécurité sociale, les droits des assurés sociaux sont attaqués. Le ministre Séguin a supprimé le remboursement à 100% des maladies nécessitant des soins longs et coûteux. 643 000 personnes en sont les victimes. 2,5 millions de grands malades également, car le remboursement à 100% est réservé à la seule maladie figurant sur une liste définie par le gouvernement. L'hôpital est désormais interdit aux gens qui ne peuvent pas payer les 300 à 900 francs par jour qu'on leur demande. Et pour le lendemain des élections, le rapport dit des sages préconise de libérer le prix des médicaments et de ne les rembourser qu'au taux unique de 50%. Il suggère encore de supprimer des services hospitaliers et des hôpitaux entiers. Enfin, pour la retraite, il faudrait avoir cotisé 40 ans pour pouvoir la prendre. J'ai demandé à Madame le docteur Martine Debat, médecin conseil à la sécurité sociale, révoqué par Monsieur le ministre Séguin, d'en expliquer les raisons. Je suis médecin conseil de la sécurité sociale depuis 16 ans. J'ai d'abord été suspendu de mes fonctions, puis licencié. Cela fait maintenant 5 mois qu'il m'est interdit d'exercer ma profession. Pendant 16 ans, j'ai été noté comme un très bon médecin conseil. Mais avec le plan Séguin, ce sont de toutes nouvelles directives qui ont été données aux médecins conseils. En voici un exemple. J'ai reçu l'ordre de convoquer au contrôle médical une malade née en 1895. Et ceci pour remettre en cause le droit au 100% dont elle bénéficiait. Une dame, une malade, âgée de 92 ans, comment aurais-je pu la convoquer? J'ai refusé. Et puis, j'ai refusé d'établir la liste nominale de mes confrères médecins traitants accusés de ne pas respecter le plan Séguin. Tels sont les motifs de mon licenciement. J'affirme qu'aucun gouvernement n'a le droit d'imposer à des médecins des tâches contraires aux règles de leur déontologie. Le devoir des médecins consiste, en toutes circonstances et en premier lieu, à défendre l'intérêt des malades. En aucun cas, il n'entre dans les fonctions des médecins conseils de supprimer les droits des assurés sociaux en fonction de normes économiques. Je tiens à remercier les professeurs Milias et Guérin ainsi que mes 2000 confrères de toutes tendances qui demandent ma réintégration. Comment et pourquoi le plan Séguin? En décembre 1985, Mme Duffoy, ministre, réforme par décret le Code de la sécurité sociale. M. Séguin, ministre, ensuite fait adopter cette réforme Duffoy par l'Assemblée nationale. Et il y a les problèmes relatifs aux allocations familiales. Des faits, en voici. Voilà ce qu'on lit dans le rapport de la Cour des comptes.
on assiste à un net ralentissement des dépenses de prestations. Le nombre des bénéficiaires et donc le montant des prestations diminue. Et c'est la tragique situation des handicapés. Les malades atteints de poliomyélite exclus par M. Seguin du remboursement à 100%. Les 6000 enfants sourds également exclus 100%. Je passe la parole à Marc Gauquelin, membre du Bureau national du Mouvement pour un parti des travailleurs. Il n'y a de notre part aucune volonté de règlement de compte lorsque nous rappelons le rôle des ministres Bérégovoy, Ralite et Georgina Dufoy. Mais ce sont eux qui ont ouvert la voie à M. Seguin. Prenons la loi hospitalière de 1983. Elle est signée Ralite et Bérégovoy. Elle instaure le budget global, le forfait hospitalier. Jusqu'ici, vous aviez droit à l'hospitalisation dès lors que votre état le nécessitait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai ici un document officiel. Il s'agit du règlement intérieur de l'hôpital Beaujon. Voici ce qu'on peut y lire. L'admission du malade est subordonnée au paiement d'une provision égale à 10 fois le montant des frais journaliers restant à sa charge. Si le séjour se prolonge, la provision doit être renouvelée tous les 10 jours. C'est à peine croyable. Si vous n'êtes pas à 100%, si vous n'êtes pas couvert par une mutuelle, alors il vous faudra payer pour entrer à l'hôpital. Payer 3 000 francs en service de médecine, 5 000 francs en pédiatrie, 9 000 francs en service hautement spécialisé, et si vous ne pouvez pas payer. Lorsque M. Seguin refuse de recevoir une délégation de milliers de personnes qui manifestent le 24 mars pour le rétablissement des 100%, pour la réintégration du docteur Débat, pense-t-il qu'il peut faire disparaître le problème? Il aurait tort de le croire. Nous sommes sûrs que les travailleurs de ce pays ne laisseront pas perpétrer ce crime contre la santé. Mouvement pour un parti des travailleurs, nous ne voulons qu'une chose, aider par notre action le vaste mouvement qui réalisera l'unité des travailleurs et des organisations contre toutes ces mesures. La médecine scolaire elle-même est remise en cause. La tuberculose fait sa réapparition dans les écoles. Abordons ensemble les problèmes de l'école. C'est vrai, avec mes collègues, nous sommes très préoccupés. Tous les ministres parlent de l'échec scolaire, mais tous les ministres ferment des classes par milliers dans toute la France, chaque année. Et de ce point de vue, je comprends l'inquiétude des parents. Mon fils entre à l'école maternelle au mois de septembre. Eh bien, il a fallu que je commence les démarches il y a 1 an. Ma fille doit rentrer au collège en 6e à la prochaine rentrée. C'est pareil, il a fallu commencer les démarches il y a plus d'1 an, un collège entier ayant été fermé. Pour l'ensemble des familles, le suivi de la scolarité devient un véritable parcours du combattant et une très grande angoisse. Pour nous, l'important, c'est que les enfants apprennent bien à l'école. L'école doit rester l'école. Ce qu'ils n'apprendront pas à l'école, ils ne l'apprendront nulle part ailleurs. Mon poste a été supprimé comme des dizaines d'autres postes de collègues enseignants ont été supprimés, alors que des milliers d'élèves sortant de 5e demandent chaque année à pouvoir rentrer en lycée professionnel. En fait, on nous retire nos élèves, on supprime nos postes pour livrer des jeunes à des stages TUC et SIVP, en fait en les livrant à la surexploitation des patrons. On a fait la grève pour le retrait du projet de Vaquet il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, on constate que c'est la même politique qui s'applique à l'université. Diplômes locaux qui sont liés au patronat et qui ne valent rien. Sélection à l'entrée en licence. Sélection pour les bacheliers qui rentrent à l'université. Et ces orientations, elles sont mises en place par des conseils, quelle que soit leur couleur politique. Vous avez raison. Je suis entièrement d'accord. J'ai à mes côtés Laurent Jacquemin, étudiant, et Michel Sérac, enseignant, à qui je passe la parole. On nous promet de tous côtés la priorité à l'éducation. Le temps, bien sûr, d'une campagne électorale. C'est tellement facile. Pour la droite, elle a gouverné pendant 25 ans. Et si j'en crois les statistiques de M. Monory lui-même, il y a aujourd'hui 25% d'illettrés dans nos classes de 6e. 1% d'illettrés par année de gouvernement, c'est un bilan.
C'est le bilan de toutes ces réformes prétendues qui ont disloqué notre école publique, de ces milliers de fermetures de classes, d'écoles rurales, de tout ce avec quoi nous avons voulu finir en 1981. Mais vous savez ce qui s'est passé avec le gouvernement de gauche. Ces réformes, ces lois, Abi, Debré, Germer, ont été consacrées. On a continué à verser les fonds publics aux écoles privées patronales. On a recommencé à fermer des écoles. On a entassé les enfants à 30, 35, 40 dans les classes. On a même autorisé l'empiètement d'influences politiques, d'intérêts privés dans les écoles, au mépris de leur si précieuse neutralité. Et puis, il y a ces dispositions terribles contre l'enseignement technique. Cette loi qui porte le nom de M. Carras, ministre socialiste, mais qui permet aujourd'hui, nous l'avons vu, à M. Monory de fermer des classes conduisant à des diplômes professionnels alors que tant de jeunes veulent apprendre un vrai métier. Alors, priorité à l'éducation, oui, en abrogeant toutes ces réformes, en recrutant sur le champ ces milliers d'enseignants qualifiés, normalement payés, qui font cruellement défaut. On viendra peut-être nous dire, il n'y a pas d'argent, comme c'est curieux. Il y a toujours de l'argent pour les crédits militaires, il y a toujours de l'argent pour ces placements financiers qui finissent dans le gouffre des krachs boursiers et il n'y a jamais d'argent pour l'école laïque. Priorité à l'éducation, certainement, mais en inversant totalement la politique suivie sans interruption depuis 30 ans. La remise en cause de nos droits, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Quand fac par fac, les conseils d'université multiplient les barrages, la sélection entre les cycles, quand on continue de créer des diplômes locaux sans valeur, quand chaque année on empêche des milliers de bacheliers de s'inscrire librement dans l'université, la filière de son choix, alors, est-ce qu'on peut encore parler du droit aux études égales pour tous? Et qu'on soit étudiant, lycéen, élève de LEP, TUC, chômeur, de toute façon on est dans le même bain. On est dans le même bain parce qu'on veut nous marginaliser. On est dans le même bain parce qu'on veut nous marginaliser pour nous priver de nos droits, de ces droits que nos parents ont arrachés. Alors on nous fait des discours. On nous parle de la formation, de l'éducation, de l'insertion dans la vie professionnelle. On nous parle du réalisme. Le réalisme, c'est qu'on ne peut pas vivre avec 1200 francs par mois. Le réalisme, c'est qu'aujourd'hui on peut être TUC jusqu'à 25, jusqu'à 30 ans. Le réalisme, c'est qu'on ne peut pas se loger avec 1200 francs par mois. On ne peut pas fonder une famille avec 1200 francs par mois. Mais nous ne sommes pas résignés parce que nous avons appris à nous défendre. Nous avons appris il y a 1 an et demi. Nous avons fait l'apprentissage dans la grève générale de la démocratie avec nos comités de grève, nos délégués élus et mandatés et révocables à tout instant. Alors ils peuvent toujours parler de nous comme de la génération de l'an 2000. Nous savons ce que nous voulons. Et c'est simple. Ce que nous voulons, c'est pouvoir étudier. Ce que nous voulons, c'est pouvoir travailler, avec un vrai travail. Ce que nous voulons, c'est pouvoir vivre. Pas survivre. Vivre. Il faut que la vérité soit dite. Le savez-vous? En raison du budget global institué par M. Bérégovoy, ministre socialiste, par M. Rallit, ministre PCF, on prescrit actuellement aux médecins, aux infirmières, aux travailleurs hospitaliers de gérer l'hôpital comme une entreprise, le malade étant considéré comme un client. Vous le savez, un client qui n'a pas d'argent ne peut acheter les marchandises. Un malade qui ne peut payer ne sera donc plus soigné. Voilà les conséquences des mesures prises depuis 1982. Et cela, c'est la vérité. Il y a eu rupture des engagements pris en 1981. Il faut une autre politique. Sur le mensonge, rien de valable ne peut s'édifier.